Bonjour, mesdames, messieurs. Je voudrais saluer en tout premier lieu M. Laurent Verly, président du Grand Conseil, qui nous fait l'honneur d'être avec nous cet après-midi, et vous remercier pour votre patience, puisqu'on commence avec quelques minutes de retard. Je remercie aussi M. Jeannet pour le partenariat duquel nous bénéficions avec le magazine d'actualité L'Hebdo, dont il est rédacteur en chef, et mon partenariat qui sera crucial, vu que nous allons traiter une matière dont il connaît particulièrement. Donc, réellement, sa collaboration est fondamentale. À ce moment, ce qui était prévu, c'est que je commencerai la présentation des participants par Madame Sylvie Goulard. Mais comme vous la voyez qu'elle n'est pas assise ici, je pense qu'elle va parler elle-même à travers un film qu'elle a tenu à nous envoyer. Donc, si on peut faire projeter ce film. Bonjour, quand je participe comme spectateur, enfin auditeur à une conférence, s'il y a une chose que je déteste, c'est qu'une personne se permette d'annuler au dernier moment et en plus envoie une vidéo. Bon. Donc je présente mes excuses à toutes les personnes qui sont présentes. Je remercie d'ailleurs la Fondation Jean Monnet pour l'Europe et l'Université de Lausanne, Hervé Bribosia, tous les participants pour m'avoir invité et je les prie de m'excuser de ne pas être là. Je vais quand même juste vous faire passer un petit message parce que c'était une situation un peu exceptionnelle. Et d'ailleurs, je dirais que je vais prendre presque un cas particulier pour traiter le sujet qu'on était censé traiter dans cette conférence, qui est le rapport entre les médias et le Parlement, enfin l'Europe, comment on peut parler d'Europe. Et moi, sous l'angle du Parlement européen, ce que j'aurais voulu vous dire, c'est que ce n'est pas toujours facile. Pour une raison simple, c'est que quand on fait partie, je fais partie comme d'autres, j'espère, de ceux qui dans ce Parlement travaillent beaucoup, sont impliqués sur des gros dossiers, eh bien évidemment on a beaucoup moins de temps pour aller expliquer l'Europe. Alors quel était le dossier qui nous a retenus depuis plusieurs mois et toute la nuit dernière? C'est le dossier de ce qu'on appelle la résolution bancaire en mauvais français, c'est-à-dire des règles de faillite ordonnée des banques. Ce dossier est assez considérable parce que jusqu'à présent, on avait plutôt sauvé des banques avec de l'argent public et que l'idée serait d'arriver à plutôt éviter de recourir à l'argent public, de faire payer les banques pour leurs propres erreurs, mais évidemment en mutualisant l'argent entre les pays et entre les établissements bancaires. Donc vous pouvez imaginer, surtout en Suisse, à quel point ce sont des sujets qui sont sensibles. Et donc nous nous retrouvons souvent, nous les parlementaires européens, dans une situation où nous voudrions pouvoir expliquer plus ce que nous faisons et où nous ne sommes pas en mesure de le faire. Et pour vous donner un exemple précis, le Conseil des ministres et le Parlement sont tous les deux sur un pied d'égalité les acteurs législatifs de l'Union européenne. Donc nous prenons ensemble des décisions, des directives, des règlements qui ont été préparés par la Commission européenne, dont le rôle se cantonne à cette préparation et au suivi de la négociation. Elle nous aide beaucoup d'ailleurs en général. Mais la décision est bien dans les mains d'autorités élues, soit au niveau européen, les parlementaires européens, soit au niveau national, puisque ce sont des ministres. Donc un cas d'école, cette nuit, nous avions en face de nous la présidence grecque de l'Union européenne, incarnée par le ministre Tsounaras. Puis il y avait, c'était assez exceptionnel aussi, la présence du président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, ministre néerlandais des Finances, qui a été objectivement très actif, qui nous a beaucoup aidé à rapprocher les positions. Après, il faut dire que le Conseil avait pendant plusieurs semaines évité de négocier avec nous. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que la vraie difficulté pour communiquer sur l'Europe, et je l'ai vu dans la conférence de presse qui vient de se dérouler et dans toutes les questions que les journalistes nous posent sur ce dossier. Encore une fois, je prends cet exemple parce qu'il est tout chaud, il est assez significatif, mais on pourrait en prendre d'autres. C'est qu'il faut expliquer la complexité d'un processus qui n'est pas en soi insurmontable. La Commission propose, le Conseil et le Parlement décident, mais les journalistes qui suivent ces discussions préfèrent en général, par exemple pour les journalistes français, aller demander au ministre français son avis, plutôt qu'aller interroger l'équipe de rapporteurs. Le travail au Parlement étant collectif, par exemple, le rapporteur de ce dossier était Elisa Ferreira, une collègue socialiste portugaise qui a fait un formidable travail, mais elle était flanquée d'une collègue néerlandaise conservatrice, Madame Wortmann-Kool,
d'un Vert allemand qui s'appelle Sven Giegold, de moi-même pour les libéraux. C'était vraiment le noyau le plus dur de cette discussion. Donc il faut arriver à rendre la réalité d'un travail collectif, alors que tous les services qui suivent dans les rédactions des journaux, les télévisions, les hommes politiques en général aiment bien individualiser un responsable. L'équipe du Parlement est bigarrée, elle est bigarrée politiquement, elle est bigarrée sur le plan des origines linguistiques, des pays d'origine, des grands, des petits pays, du nord, du sud. On se demande à l'extérieur comment tout ça fonctionne. Moi, je peux vraiment témoigner, surtout à partir de ce dossier, à quel point c'est une manière de faire travailler la démocratie de manière très moderne. Il y a une grande modernité dans ce que fait ce Parlement, une grande innovation. Nous sommes des équipes de personnes élues sur des programmes différents, c'est vrai, et il y a entre nous des discussions, je vous assure, qui ne sont pas toujours tout à fait simples, mais l'idée est quand même d'arriver à une position commune dans l'intérêt général et de défendre cette position commune. C'est vrai que nous sommes soudés par l'existence sinon d'un ennemi, du moins d'un adversaire, qui est le Conseil, vis-à-vis duquel il faut que nous nous positionnons de manière aussi unie que possible. Et puis ensuite, il y a l'extrême technicité de ces dossiers. Je vous épargne les détails. Ceux que ça intéresse pourront aller voir mon site internet, mais c'est un dossier dans lequel on essaye donc de faire en sorte que les banques puissent être restructurées, assainies, avec toutes les questions techniques qui se posent. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ça aussi rend très difficile d'expliquer la valeur ajoutée du Parlement européen. Il y a toute la dimension zone euro, non zone euro, qui était très sensible dans ce projet. Donc voilà, une complexité incroyable, mais néanmoins une grande capacité à innover de ce Parlement. Donc je vous prie encore une fois de m'excuser de ne pas être parmi vous ce soir. C'est en plus très triste pour moi parce que j'apprécie beaucoup les personnes qui sont sur ce plateau, mais j'ai aussi entièrement confiance dans leurs compétences. Je vous souhaite un très bon débat. Et ne m'en prenez pas rigueur, peut-être que dans les années qui viennent, si les électeurs me donnent la chance de revenir au Parlement européen, il y aura une autre occasion, peut-être en choisissant la date de manière moins périlleuse, mais il y a toujours des dangers que les agendas changent au dernier moment. À tous, un très grand merci. Un dernier mot, parce que j'aurais passé ce message si j'avais pu venir. Nous souhaiterions garder avec la Suisse des rapports qui soient des rapports aussi étroits que possible, que la Suisse ne se referme pas sur elle-même, qu'elle ne ferme pas ses frontières, que les citoyens suisses mesurent dans leur immense majorité qu'ils ont tout à gagner de la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, parce que c'est l'ouverture qui fait la richesse, c'est l'échange qui nous rend meilleurs. Et ce message-là, je tenais à le faire passer. Donc je vous remercie encore infiniment pour le travail que font les universités, les fondations qui contribuent à le relayer. À bientôt, j'espère. Et de Bruxelles, toutes mes amitiés à tous les participants. Oui, après ces mots, qui sont la meilleure présentation qui pourrait se faire de Sylvie Goulard, c'est à moi de continuer les présentations par M. Roger Devecq, ancien journaliste, rédacteur en chef du quotidien Tages-Anzeiger et puis de Die Zeit, suisse, comme vous comprenez. Depuis 2011, directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision, professeur invité au Collège d'Europe, auquel il donne notamment un séminaire intensif sur le thème de notre dialogue. Et Thomas Klaus, allemand, ancien journaliste au Financial Times Deutschland, spécialisé dans les affaires européennes et les relations franco-allemandes. Depuis 2007, membre du think tank European Council on Foreign Relations et directeur du bureau de Paris de ce think tank. Après ces brèves présentations, qui sans doute ne révèlent pas toute la richesse des personnalités présentées, je dirais encore un mot, c'est qu'on avait aujourd'hui présent parmi nous et on lui a proposé de venir à contribuer à notre dialogue, à Paul Collowald. Je dirais simplement que si quelqu'un veut connaître quelque chose de l'Europe, le mieux c'est s'adresser à Paul Collowald. Depuis les temps où il était attaché de presse de M. Jean Monnet, il a connu tous les politiciens européens et non européens
qui sont passés par les 3 capitales et il connaît tout ce qui se passe en Europe à tout moment. Donc j'espère aussi qu'il contribuera à ce dialogue qu'on veut entendre. Et maintenant, pour poser la thématique que nous allons aborder, Monsieur Jeannet, si vous voulez bien, je vous passe la parole. Merci, Monsieur Ril-Robles. Permettez-moi de vous remercier de votre participation pied levé à ce dialogue. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le sujet abordé ce soir, l'Europe et les médias, a encore gagné en actualité depuis que M. Grain et M. Bribosia, lorsque nous avons pour la première fois discuté d'un partenariat entre la Fondation Monnet et l'Hebdo. La crise ukrainienne, 2 événements, la crise, pris au hasard, il y en a beaucoup d'événements, la crise ukrainienne et ce qu'il faut bien appeler la maladresse de l'Union, son manque de perspective historique, son absence de réalisme face au fonctionnement de Vladimir Poutine, mais aussi le peu de perspicacité, le peu d'esprit d'anticipation des médias. On va parler des médias ce soir sur les conséquences possibles du traité d'association avec l'Ukraine, sur le potentiel hautement inflammable de ce manque justement de vista. Plus près de nous, et là je reviens vers la Suisse, le résultat de la votation du 9 février sur l'initiative de l'UDC, ce résultat inattendu, il faut bien le dire, nous incite à nous poser la question, les médias ont-ils bien fait leur travail? Nous, journalistes, avons-nous bien fait notre travail? De manière plus générale, au-delà des 2 exemples récents, donc l'Ukraine, psychodrame autour de l'initiative de l'UDC, nous allons tenter ce soir de répondre aux questions suivantes. Premièrement, les affaires européennes sont-elles bien couvertes par les médias? Y a-t-il des différences entre pays, des variations aussi selon les différents moments de la construction européenne? L'Europe, c'est sexy seulement quand ça ne va pas, entend-on souvent dans les rédactions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle plus d'Europe quand ça déraille, quand ça disjoncte, quand ça avance? Pourquoi cette difficulté des dirigeants de l'Union à développer un storytelling positif, mobilisateur sur l'Europe? L'année 2014 est une année cruciale pour le renouvellement des institutions et pourtant j'ai l'impression que les médias s'intéressent peu, trop peu à ce qui se passe autour de ces élections. Question, pourquoi? Là encore, va-t-on assister à l'émergence enfin d'un espace médiatique européen ou au contraire est-ce qu'on va vers une fragmentation de la couverture journalistique, une espèce de renationalisation de l'espace médiatique? Est-ce que la transition vers le numérique, l'importance croissante des réseaux sociaux, la brutalité aussi des pressions auxquelles sont soumis les médias traditionnels, est-ce que tout cela change fondamentalement la donne? Nous avons ce soir le privilège d'accueillir des orateurs ô combien compétents pour traiter de ces questions et d'autres encore. J'aimerais donner la parole successivement à M. Devecq et ensuite à M. Clau pour une intervention d'environ 15 minutes chacun. Nous avons le plaisir d'accueillir au débeauté, vous accueillir. Merci infiniment. Nous allons débattre entre nous en circuit fermé, ensuite pendant 30 minutes, avant que M. Ril-Robles n'ouvre une discussion d'une demi-heure avec vous, avec la salle. Donc préparez vos questions, préparez vos remarques.